si tu veux que je la prenne maintenant. Voilà, on va reprendre notre journée. Et donc, on va reprendre avec cette session. Et cette session, en fin de compte, concernera, en fin de compte, pour faire du benchmarking. Ce qu'on a essayé de faire pour cette session, c'est de regarder ce qui a été réalisé au moins dans 2 pays, qui sont l'Égypte d'un côté et les États-Unis. Comme les États-Unis, il y a un décalage horaire, et donc on a jonglé avec le décalage horaire. Donc la présentation de Simon se fera à 14h30, mais il y a déjà avec nous Shahir qui va faire sa présentation. Mais avant tout ça, on a pensé que pour une belle succession, c'est de parler de l'expérience et l'expertise de Merck Life Sciences avec 2 Marocains qui travaillent là-bas et qui sont vraiment des associés directeurs au niveau de Merck Life Sciences France et qui vont parler en fin de compte comment ils ont pu assister pour le développement de ces 2 projets, un projet avec Minapharm qui est en Égypte et un autre projet avec Innovotech, avec Simon qui se fait en partenariat entre les États-Unis et le Nigeria. Donc, la première présentation avec Youssef, c'est pour parler un petit peu comment on peut faire du local manufacturing et local development of vaccine. Hajami Nargis va parler en quelque sorte quelles sont les plateformes et peut-être là, c'est une chose très, très importante pour pouvoir choisir la bonne plateforme au Maroc. Et puis après, il y a Shahir qui va parler de Minapharm, comment Minapharm a pu en quelque sorte faire des partenariats, que ce soit avec Sputnik ou d'autres compagnies, pour faire de la production de vaccins au niveau de l'Égypte. Et l'Égypte, c'est un très, très bon exemple ces jours-ci. Puis après, pour finir, on parlera avec Youssef Dali. Youssef Dali est le directeur des essais cliniques au niveau de l'hôpital, des hôpitaux de Genève. Et donc, c'est un ami de longue date qui a fait beaucoup d'essais cliniques. D'ailleurs, peut-être qu'il parlera de l'hydroxychloroquine parce qu'ils en avaient fait chez eux au niveau des hôpitaux de Genève. Et pourquoi on l'a ramené? C'est pour parler en fin de compte de l'impact, l'atout qu'on pourrait ramener des essais cliniques multicentriques pour le Maroc. Je pense que c'est une chose très, très importante de ramener ces essais cliniques au Maroc parce que ça permettrait de répondre à cette question, les effets indésirables et pourquoi on développe les essais indésirables. Donc, pour modérer cette session, j'ai le plaisir d'avoir avec moi 2 membres du laboratoire de biotechnologie médicale, professeur Mouna Ouedghiri et professeur Tariq Aniz. Donc, sans plus tarder, donc j'ai le grand plaisir d'introduire Monsieur Youssef Gabouri, qui est le directeur adjoint des ventes de Merck, qui va parler un petit peu de son expérience à travers manufacturing dans la région MENA. À toi la parole, cher ami. Merci professeur. Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cher professeur, chère directrice, directeur, chers participants, je suis à nouveau très honoré de faire partie de cette 8e journée internationale autour de la biotechnologie. Pour ma part, c'est ma seconde participation en tant que speaker. On avait déjà commencé, merci encore professeur Ibrahimi, déjà en 2018 à poser les bases de cette réflexion pour du local manufacturing, pour tout ce qui concerne les produits biologiques en général, pas spécialement les vaccins. Mais on avait déjà entamé cette réflexion, qu'on avait poussé également en 2019 avec l'organisation d'un forum au Maroc autour du local manufacturing des vaccins, bien avant l'épisode du Covid malheureusement. Et maintenant, donc, je suis très honoré de faire partie de cette 8e journée pour pouvoir continuer la réflexion de manière un peu plus poussée, je dirais, accélérée par l'épisode pandémique que l'on connaît tous. Et donc, lors de cette présentation, comme il a été indiqué ce matin lors des différentes sessions, le Maroc a déjà fait d'énormes progrès, démarrage de projets autour de tout ce qui concerne le diagnostic, par exemple. D'énormes efforts ont été également rappelés autour de la recherche et du développement. Il a également été cité l'Institut Pasteur, basé à Casablanca, qui, par le passé, produisait leur propre sérum thérapeutique. Donc, le but, c'est d'essayer un peu de comprendre comment faire un next step
au niveau industriel pour accélérer, mettre plus d'énergie dans cette capacité de production locale au Maroc. Et donc, pour cette présentation, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Nargis Hajjami, qui représente donc pour l'Europe, Middle East, Africa, la partie New Modalities. Et on va essayer, lors de cette présentation, au travers de différents éléments, de voir quels seraient les principales aspects, considérations pour accélérer au niveau industriel la production locale, notamment de vaccins. Donc, on a articulé cette présentation sous différents éléments. Donc, tout d'abord, peut-être un petit rappel autour de Merck, qui on est, surtout la partie Life Science, la partie à laquelle donc Nargis et moi-même appartenons. Ensuite, j'évoquerai rapidement ces fameux aspects à prendre en considération pour la partie production en local. Et je laisserai la main donc à ma collègue Nargis, qui ira un peu plus dans le détail concernant une vue un peu plus globale du marché des vaccins Covid et parlera également des différents procédés de production de vaccins qui pourraient, pourquoi pas, être applicables un jour proche au Maroc. Et comme il a été évoqué par notre professeur, je ferai une petite transition pour indiquer 2 cas d'études pour lesquels Merck est impliqué, que ce soit pour de la production de biologiques ou que ce soit pour de la production de vaccins dans la région. Donc, un avec Minapharm en Égypte, avec le docteur Shahir, et un avec donc, le docteur Simon Agwale, avec un projet conjoint entre les US et le Nigeria. Donc, rapidement, Merck, qui on est aujourd'hui. Donc, Merck est une des sociétés pharmaceutiques les plus anciennes au monde. On a plus de 350 ans d'existence. Et on existe pour des raisons légales sous 2 noms aujourd'hui. Donc, pour, on va dire, les Amériques du Nord, on est considéré comme Millipore Sigma, et pour le reste du monde, on est connu sous le nom de Merck. Donc, cette scission a été faite après la Seconde Guerre mondiale, puisque le nom de Merck, étant une entité allemande, ne pouvait être utilisé aux États-Unis. Il a donc été indiqué à ce moment-là de changer de nom. Et aux États-Unis, on existe à la fois sous le nom de Millipore Sigma et de IMD Serono. Donc Merck, comme je vous le disais, a une histoire assez large, assez riche, et s'est diversifié par différents types d'acquisitions au travers des dernières décennies. Notamment en 2010, donc Merck a acquis la société américaine appelée Millipore, qui était spécialisée dans tout ce qui est technologie de purification de molécules biologiques, que ce soit des anticorps monoclonaux, vaccins, etc., mais également dans la production à grande échelle. Et également, Merck a acquis en 2015 la société Sigma-Aldrich pour former en fait 3 divisions aujourd'hui. Il y a donc la division Healthcare, qui est donc la division médicaments, anciennement connue sous Serono, donc la production de médicaments Merck. Il y a la division Performance Materials, qui rassemble essentiellement tout ce qui est cristaux liquides pour les smartphones, les téléviseurs, mais également certains pigments qu'on va retrouver dans différents types de produits. Et donc, la partie Life Science, qui nous concerne plus aujourd'hui, donc ma collègue Nargis et moi-même, va regrouper toutes les activités autour de la recherche, du développement et de la production de molécules biologiques, ou non d'ailleurs, à visée thérapeutique. Donc, tout ce panel que j'ai décrit tout à l'heure au travers de ces différentes acquisitions sont regroupés dans l'entité Life Science de Merck aujourd'hui. Donc, on a différentes expériences au niveau des procédés thérapeutiques. Ça va aussi bien des anticorps monoclonaux, qui est vraiment le cœur de notre expertise depuis un certain nombre d'années, mais on a également une forte expertise autour des vaccins et des thérapies cellulaires et génétiques. Vous le verrez par la suite avec la présentation de Nargis, mais également tout ce qui concerne les thérapies autour du plasma, de la chimie, de la pharma, chimique pure, mais également des anticorps monoclonaux conjugués à des visées thérapeutiques un peu plus spécifiques. Et tout ça englobé dans un panel de recherche, de développement et d'expertise process. Alors,
Maintenant que vous nous connaissez un tout petit peu mieux, on va commencer à poser les bases de réflexion, comme je disais tout à l'heure, qui avait déjà été admise il y a à peu près 2-3 ans lors des précédents forums, pour de la production locale, notamment de vaccins au Maroc. Alors, quelles sont-elles? Alors, comme vous le savez, par rapport à la production mondiale de vaccins, les principaux pôles de production se situent dans les hémisphères nord, donc que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Russie, avec le vaccin Sputnik pour ne citer que lui, mais il y a également des grands centres de production donc en Asie, en Inde, en Chine, et la production globale est vraisemblablement déséquilibrée par rapport aux besoins et à la taille des populations qui nécessitent d'avoir cette vaccination. Le second élément à prendre en compte qui fera partie d'une des considérations qu'on verra tout à l'heure, c'est la capacité de remplissage. Donc, fabriquer des vaccins, c'est très bien et c'est une chose qu'il faut faire et pousser en local, mais il faut également prendre en considération les limites en termes de remplissage qui sont aujourd'hui le goulot d'étranglement dans un procédé de production de vaccins à très grande échelle. Donc, pour preuve, si vous ne prenez que les exemples récents dus à la production de Covid, parmi les grands comptes type Moderna ou autres, ils s'associent déjà avec des sociétés spécialisées dans le remplissage ou qui ont un historique de production de molécules pharmaceutiques chimiques, petites molécules, mais qui ont cette capacité de remplissage. Donc, c'est un élément clé dans la réflexion qu'il faudrait qu'on essaye d'avoir pour de la production locale au Maroc. Je pense que cette slide, elle illustre bien la situation actuelle pour notre continent, pour l'Afrique en général. Donc, uniquement 1% de la production mondiale de vaccins est faite en Afrique, avec différents pôles aujourd'hui, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, par exemple, l'Égypte, également la Tunisie, avec l'Institut Pasteur Tunis qui produit encore à très petite échelle le vaccin contre la rage. Il y a l'Institut Pasteur du Sénégal qui produit le vaccin contre la fièvre jaune. Ça a été cité précédemment, l'Institut Pasteur du Maroc qui produisait des sérums thérapeutiques. Donc, l'écosystème, je dirais, est présent. Il suffirait, entre guillemets, de le réactiver, de l'upgrader un petit peu plus pour pouvoir passer ce palier pour augmenter la production en local. Alors, les différents éléments d'un point de vue manufacturing, d'un point de vue industriel, qui permettraient d'accélérer cette production locale, sont les suivants. Tout d'abord, la capacité de remplissage. On l'a évoqué tout à l'heure, et pas n'importe quel type de remplissage, le remplissage aseptique ou stérile. Un vaccin, c'est un produit injectable, donc il est nécessaire de le remplir de manière stérile. On a la chance au Maroc d'avoir un tissu industriel pharmaceutique assez important, un des plus grands d'Afrique du Nord, voire d'Afrique, qui a déjà cette capacité de remplissage, stérile ou non stérile, qu'il faudrait peut-être upgrader ou réadapter pour du remplissage de vaccins sous forme de seringue ou de fiole. Donc, l'idée ici serait peut-être de commencer à faire un état des lieux, si ce n'est pas déjà fait, des capacités actuelles de remplissage qu'on a au Maroc pour pouvoir accueillir, comme il a été évoqué précédemment, du remplissage de bulk, de produits finis ou semi-finis, de vaccins au sein du Maroc. L'autre élément important à prendre en compte, c'est le savoir-faire. Il ne s'agit pas uniquement de faire du remplissage, mais d'essayer d'utiliser également le tissu local académique, voire industriel. L'exemple de MCI Santé Animale et de Biopharma concernant la production de vaccins animaux a été évoqué tout à l'heure. Donc, il y a déjà une expertise, un know-how local au Maroc, très riche, qui peut être utilisé pour, pourquoi pas, avoir une propre capacité de recherche et développement de production des propres vaccins marocains, pourquoi pas, dans le futur. Donc, il s'agit également ici de réfléchir à comment capitaliser l'expertise existante aujourd'hui au Maroc et pouvoir l'amener à un niveau un peu plus haut aujourd'hui pour pouvoir envisager du développement de vaccins en local. Alors, la partie ressources humaines est pour moi une des parties les plus importantes dans ce schéma, car même si une unité de production de vaccins vient à voir le jour au Maroc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que
on a suffisamment de personnes sur place formées pour faire tourner ces usines. Donc la question mérite d'être posée. Est-ce que nos structures académiques au Maroc permettent d'offrir des formations allant vers ce genre de profil qui permettent de faire tourner une usine de production de vaccins? Donc, il s'agit également aussi peut-être d'avoir cette réflexion au niveau académique pour pouvoir adapter les profils à un besoin à court terme futur au Maroc pour pouvoir libérer, je dirais, des capacités en termes de profils spécifiques pour faire tourner ces fameuses usines de production de vaccins ou de biologiques. Alors, la partie investissement est très importante également. Produire un vaccin ou produire une molécule biologique depuis, je dirais, l'étape initiale de production jusqu'au remplissage nécessite des fonds importants et on est sur des durées de temps qui sont un peu plus longues que ce qu'on a l'habitude de connaître pour de la pharma classique. Donc, cette capacité d'investissement doit également être présente, il faut également tenir compte. Le partenariat est clé, ça a été cité ce matin, partenariat public-privé, partenariat entre l'académique et l'industriel est quelque chose de clé pour pouvoir mettre cette production locale en avant, mais également le partenariat avec des sociétés extérieures qui amènent de l'expertise qui n'existe pas aujourd'hui au Maroc sur de la production à grande échelle de produits biologiques, notamment de vaccins. Donc, il faut vraiment essayer de trouver ce lien entre la partie académique, le tissu industriel local existant et des partenaires extérieurs qui pourraient apporter une valeur ajoutée, si c'est nécessaire, dans le cadre de cette augmentation et cette création de capacités en local. Et le dernier, pour le citer, il y en a sûrement d'autres, c'est la partie réglementaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le cadre réglementaire existant au Maroc permet la production de molécules biologiques type vaccin de manière complètement concrète? La question également mérite d'être posée. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits récemment au Maroc concernant l'introduction de biosimilaires. Est-ce que la réflexion autour des vaccins doit être posée de la même manière? Est-ce qu'il y a des raccourcis qui pourraient, pourquoi pas, être mis en place, notamment pour la partie essais cliniques? Donc, la partie réglementaire est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger pour, pourquoi pas, faire en sorte que le Maroc puisse exporter des vaccins qui sont produits localement vers les pays limitrophes ou pourquoi pas vers l'Europe ou les États-Unis ou voire l'Asie. Alors, si on essaye de dessiner un peu le chemin avec les principaux jalons pour permettre une success story de production locale de vaccins, il y a différentes étapes, je dirais, à suivre. La première étape est l'étude de faisabilité. C'est primordial pour voir si, économiquement parlant, au-delà de l'aspect, je dirais, sanitaire, qui, lui, n'est pas discutable, je veux dire, il n'y a pas de question à se poser au niveau sécurité sanitaire et indépendance médicamenteuse du Maroc, mais la faisabilité technique, la faisabilité financière, pour pouvoir donner de la visibilité aux investisseurs et de la visibilité aux industriels, afin de sélectionner les bons candidats vaccins. Il ne s'agit pas de se lancer sur toute la production de vaccins ou uniquement le Covid. Il y a peut-être autre chose également à intégrer dans le cadre de cette faisabilité, mais pouvoir ici dresser les principales conditions en termes de faisabilité de production locale. Le deuxième jalon, pour revenir à l'élément de goulot d'étranglement qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la capacité de remplissage. Donc, c'est le premier élément à prendre en compte dans une production locale de biologique. On travaille, je dirais, un peu en mode reverse. Donc, on commence par la fin, capacité de remplissage, puis on remonte les étapes de production avec donc des partenaires techniques et également des partenaires locaux au Maroc pour pouvoir avoir toute la chaîne de production de A à Z prête au Maroc. Mais cette capacité de remplissage doit vraiment être étudiée pour pouvoir permettre l'intégration des étapes en amont de manière sereine. Ensuite, donc, il y a la partie intégration qu'on appelle full EPI, donc l'intégration du principe actif, de la production du principe actif, depuis sa source jusqu'au remplissage. Et ça passe par des formations spécifiques, ça passe par des étapes de technologiques, de transfert technologique avec des partenaires extérieurs qui doivent être prises en considération.
L'avant-dernier élément, l'avant-dernière étape, c'est naturellement de construire l'équipement, construire le bâtiment ou de mettre à jour des bâtiments existants de production. Hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a la chance au Maroc d'avoir un tissu industriel très bien développé. Donc, faut-il réaménager ces unités de production? Faut-il créer de nouvelles unités de production? Donc, c'est un élément à prendre en compte. Et enfin, le dernier élément, c'est donc la partie production avec tous les éléments de qualité qu'il faudra mettre autour pour avoir un produit qui répond au cahier des charges et un produit qui répond aux exigences sanitaires. Donc, voici à peu près les 5 étapes principales qu'on pourrait dresser pour essayer de se faire une feuille de route en partant de la faisabilité à la production globale de vaccins. Alors, ici, on a 2 exemples de production locale basée sur un vaccin type adénovirus. Donc, ça peut être par exemple le vaccin type Sputnik ou AstraZeneca, comme vous les connaissez. Si on met une échelle de temps, la partie remplissage, en partant, je dirais, d'un projet Greenfield, c'est-à-dire d'un terrain nu, il faudrait compter à peu près 18 à 24 mois pour avoir une unité neuve de remplissage de vaccins Covid, par exemple. Cette fenêtre peut être réduite de manière importante si on utilise déjà des capacités existantes de remplissage qu'il faudrait peut-être juste adapter. Mais c'est pour donner un peu des échelles de temps. Si on focus uniquement sur le remplissage en partant d'un projet complètement de zéro, il faudrait à peu près 18 à 24 mois pour avoir une unité de remplissage prête à remplir du vaccin. En parallèle, on peut également imaginer les étapes qu'on a vues tout à l'heure pour avoir pas uniquement la partie remplissage, mais également toute la chaîne de production. À ce moment-là, on est sur des échelles de temps un peu plus longues. On parle de 36 à 72 mois en fonction des volumes, en fonction des doses à produire pour ce qu'on appelle du full process. Pourquoi pas faire les 2 étapes en parallèle, c'est-à-dire mettre à jour une unité de remplissage ou créer une nouvelle unité de remplissage de vaccin et en parallèle construire cette capacité de production en y intégrant les différents éléments qu'on a vus tout à l'heure, que ce soit les éléments de recherche et développement, que ce soit les éléments de ressources humaines, etc. Mais ça permet d'avoir un peu ici une vue globale en termes de temps. Alors, le dernier élément technique qu'on va évoquer, c'est l'apparition, notamment dans le cadre de la production de vaccins dus à des épisodes pandémiques, l'apparition dans le domaine industriel de ce qu'on appelle l'usage unique. Donc, c'est des process de production dits jetables qui viennent remplacer des process plus traditionnels, historiques, avec des éléments complètement en dur, complètement en inox. Et pourquoi je l'évoque aujourd'hui? Parce que si vous prenez tous les vaccins Covid aujourd'hui ont entre 90 à 70% de leur process dit jetable. Pour 2 raisons principales. La première des raisons, c'est que ça permet de s'adapter à par exemple, différents variants. Si vous prenez un vaccin Covid, de manière assez rapide, en s'affranchissant des étapes importantes dans le domaine pharmaceutique qui sont des étapes de validation de procédés. Quand on produit une molécule biologique sur une unité de production spécifique, il y a tout un panel de validation qui accompagne ce process de production. Et si vous voulez produire une autre molécule, un autre vaccin, par exemple, pour un autre variant, il faudrait revalider complètement son process. La partie usage unique permet de s'affranchir en partie de cette validation, donc de réduire le temps de mise en place d'un outil de production et donc d'augmenter la productivité. Le deuxième élément, c'est, au-delà de la flexibilité que je viens d'évoquer, c'est la partie coût et la partie mise en place. Mettre une usine qui contient des éléments à usage unique permet d'être fait en un temps assez record, je dirais, comparativement à une usine complètement en dur, en inox, et également d'avoir des efforts d'investissement en termes de CAPEX qui sont beaucoup moindres. Donc, c'est des éléments, pourquoi pas, à prendre en compte dans le choix technologique du remplissage ou d'une unité de production globale. L'élément à usage unique est quelque chose qu'il faut envisager. Alors, je vais céder la parole à ma collègue Nargis pour la suite. Alors, Nargis, est-ce que tu peux prendre la main? C'est bon.
Oui, j'étais sur mute. Merci Youssef. Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cet événement et c'est un vrai plaisir pour moi d'être présente et de faire partie de cette journée scientifique. Donc, merci encore. Merci à l'honorable audience aussi. Donc, voilà, je mets juste la vidéo aussi. Voilà. Donc, comme a présenté Youssef, on est content d'être ici pour apporter l'aspect un peu process et production et l'overview sur le marché, notamment la région dont on est responsable, qui inclut bien évidemment le Maroc et tous nos pays voisins. Donc, je vais commencer par... J'essaye juste de passer les slides. Okay. Donc là, c'est pour commencer une petite intro et je souhaiterais vraiment commencer par un rappel sur l'importance des vaccins. Donc, je voudrais rappeler à tout le monde que les vaccins sont probablement l'une des meilleures inventions humaines. C'est une contribution majeure à la santé mondiale globale. Donc, les vaccins aujourd'hui préviennent plus de 3 millions de décès chaque année. Et les vaccins ont permis aussi d'éradiquer totalement certaines maladies comme la variole et nous sommes très proches d'éradiquer complètement aussi la polio grâce à des programmes intensifs de vaccination. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que 2 pays dans le monde qui ont avec la polio. Donc là, par la suite, si on regarde un peu le pipeline, donc déjà les vaccins, c'est quoi un vaccin? Donc c'est une préparation biologique administrée à un organisme vivant et le but c'est vraiment donc de simuler une réponse immunitaire et de développer dans le corps donc une immunité adaptée, protectrice et relativement durable contre une maladie donnée. Donc, il existe différents types de vaccins. Donc, ça peut aller, ça dépend de l'antigène et du vecteur utilisé pour délivrer l'antigène. Donc, ça peut être un virus, ça peut être une bactérie. Donc, on a aussi les vaccins vivants inactivés, recombinants, les vecteurs bactériens, les vecteurs viraux. Et ce qu'on appelle les novel modalities, donc ça inclut les vaccins à base d'ADN et d'ARN. Donc, les technologies d'administration par vecteurs viraux, aujourd'hui, c'est ce qui domine, si on veut, le marché des vaccins. Cependant, donc, les systèmes d'administration non virale, c'est ce qu'on voit, on va dire, c'est un peu ce qui est à la mode ou c'est ce qui est à la hausse quand on regarde les pipelines et l'étude de marché. Donc, lorsqu'on regarde le pipeline spécifiquement pour le COVID, donc, on a en phase clinique seulement, donc plus de 26%, on va dire 26% spécifiquement sont des vaccins à base d'ADN plasmidique et ou d'ARN messager. Donc cette présentation aujourd'hui, je vais me concentrer sur un peu plus sur les vaccins, on va dire prometteurs qui représentent le next generation. Donc ça inclut aussi les vecteurs viraux, bien évidemment, comme on sait que ça a aussi permis d'avoir des vaccins rapidement pour l'adénovirus. C'est des procédés qui sont bien établis, bien connus, robustes, un peu plus anciens que les vaccins à base de nucléiques acides. Et donc, on peut pas fermer les yeux non plus sur le fait que les vaccins à base d'ARN ont permis d'entrer dans les essais cliniques avec une rapidité exceptionnelle, donc seulement 2 mois après la détermination de la séquence de l'ARN du Covid au début de la pandémie. Donc, pourquoi on garde un petit focus sur les vecteurs viraux, notamment l'adénovirus? Donc, c'est une technologie assez mature. Cependant, on n'a pas tant de vaccins que ça qui sont aujourd'hui approuvés dans le marché. Donc, pour le moment, il existe 2 vaccins à base d'adénovirus qui sont approuvés sur le marché.
Et donc, le premier a été approuvé en 2007, c'était développé par CanSino, et le deuxième, c'est Janssen Janssen. Et les deux, c'était en réponse à la pandémie d'Ebola en 2014-2015. Donc là, je vois que les slides ne bougent pas, en fait. Je ne sais pas, Youssef, si tu as encore la main, si tu pourrais... Ça bouge, hein, de l'autre côté. D'accord, ok. Ok, donc si on veut résumer les systèmes d'administration des vaccins aujourd'hui, ou les technologies utilisées, on peut les diviser en viraux et non viraux. Donc, les vecteurs viraux utilisés pour les vaccins ont leurs avantages et désavantages. Donc, comme j'ai dit, c'est des technologies déjà approuvées. On connaît l'efficacité, on connaît plus ou moins les effets secondaires. Là, si je prends l'adénovirus, vu que c'est le vecteur viraux le plus utilisé pour les vaccins. Et en termes de profil d'innocuité, donc ça a été amélioré durant les dernières années, bien qu'il soit encore sensible à l'immunogénicité, aux effets secondaires auxquels il faut faire attention. Il faut faire des études cliniques bien intensifiées. D'un autre côté, donc si on prend les systèmes d'administration non viraux qui incluent donc le plasmide, l'ADN plasmidique et l'ARN messager, donc c'est considéré ayant un profil d'innocuité beaucoup meilleur que les vecteurs viraux, donc ils sont beaucoup plus sûrs, notamment l'ARN messager. Et donc la différence entre les deux, notamment, c'est que par exemple les vaccins ou les thérapies à base d'ADN n'ont pas besoin pour le moment, ils sont injectés, comme on dit, nus, donc ils n'ont pas besoin de nanoparticules ni rien. Et surtout là, ce qu'on voit, c'est l'administration par électroporation, donc c'est des méthodes physiques. D'un autre côté, l'ARN messager, le challenge aujourd'hui, ou on va dire le plus gros challenge, c'est d'avoir un système de délivrance efficace, donc ce qu'on appelle les nanoparticules. Maintenant, si je passe à l'état du marché des vaccins, notamment pour le Covid. Donc, comment c'est l'énorme impact qu'a eu le Covid, que ce soit au niveau économique ou humanitaire, nous a conduit vraiment à évoluer des plateformes technologiques vaccinaux, ce qu'on appelle de nouvelle génération, et qui a vraiment ouvert les portes vers de nouveaux paradigmes pour accélérer le développement des vaccins et pouvoir arriver à une réponse rapide en termes de vaccins pour répondre rapidement aux pandémies. Donc les deux plateformes nouvelles, on va dire, qui n'étaient pas connues avant la pandémie, c'était l'ADN et l'ARN. Donc à nouveau, l'ARN, c'est la technologie qui a permis de développer le premier vaccin qui est rentré en essai clinique. Et aujourd'hui, si on regarde le pipeline, donc au total, là, c'est les données du WHO qui datent du 11 juin, dans 4 jours. Et donc, les chiffres montrent clairement qu'actuellement, nous avons 102 candidats vaccins qui sont en développement clinique. Et quand on regarde plus en détail les modalités, nous avons 16% qui sont pour l'ARN et 10% qui sont des vaccins à base d'ADN. Et donc 15% pour les vecteurs viraux non réplicants, notamment l'adénovirus. Et nous avons 184 candidats supplémentaires qui sont en train d'être évalués pour les essais précliniques. Et ici, à nouveau, on trouve 13% pour l'ARN, 9% pour l'ADN et 11% pour les vecteurs viraux. Donc, même si on voit, donc au total, aujourd'hui, nous avons 17 vaccins qui sont approuvés dans au moins un pays. Et si on regarde, donc là, c'est les chiffres totaux, donc ça n'inclut pas ceux qui sont approuvés. Donc on voit bien aussi que la majorité, on a plus de 30% pour les vaccins à base de sous-unités protéiques, pardon. Mais quand on regarde la pipeline des candidats qui sont prometteurs, nous n'avons, il n'y a aucun vaccin de cette catégorie-là n'a atteint la phase 4. Donc, nous avons des vaccins en phase 2 qui sont approuvés uniquement que dans 2 pays. Par la suite, on a les vaccins virus inactivés. Donc, c'est la méthode, si on veut, conventionnelle, classique.
Ça a permis donc on voit ici les deux plus prometteurs. Donc on a Sinovac qui est en phase 4 et on a Sinopharm. Donc il y a deux vaccins, celui de Beijing qui a été approuvé dans plus de 47 pays et celui de Wuhan, il a été uniquement approuvé dans un seul pays. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va un peu plus rentrer dans les détails dans les vaccins qui sont un peu plus prometteurs, qui ont permis vraiment une réponse plus rapide, qui ont fait leurs preuves pendant cette pandémie. Et donc, on est face aux vecteurs viraux, donc l'adénovirus et l'ARN. Donc, pour les plasmides, c'est une technologie nouvelle, ça a beaucoup de bénéfices. Cependant, jusqu'à nos jours, aucun vaccin n'était approuvé, même avant la pandémie. Donc, les vaccins à base de plasmides sont uniquement approuvés chez les animaux et les plantes aujourd'hui. Mais cependant, quand on regarde le pipeline, c'est en croissance. Et les études de marché montrent que la croissance ça sera encore plus importante, même quand on regarde les essais cliniques et même ce qui est dans le pipeline de la recherche et les patents qui sont en train de sortir. Donc, ici, on va se concentrer un peu plus sur l'ARN, vu que c'est un peu un vaccin ou un sujet qui est de l'actualité et qui intéresse beaucoup de gens. C'est ce qu'on appelle the hot topic. Et donc, si on regarde l'application, en quoi c'est utilisé, donc je voudrais juste rappeler que c'est vrai qu'on en a entendu parler que pendant la pandémie, mais c'est une technologie qui n'est pas récente, donc ça a été découvert il y a 60 ans. Et cependant, le concept d'ARN en tant que thérapie ou vaccin n'a été conçu qu'en 1989. Et depuis lors, donc il y a eu de nombreuses recherches et des efforts qui ont été faits, qui sont en cours afin d'explorer encore mieux le potentiel de l'ARN en tant que médicament et vaccin. Donc c'est ce qui explique un peu les chiffres que vous voyez, le nombre d'applications qu'il y a. Donc aujourd'hui, l'application de l'ARN, elle va des thérapies de remplacement protéique à différents traitements de maladies, donc de gene editing, donc la modification génétique, qui fait partie des thérapies géniques, la programmation cellulaire, les traitements de plusieurs maladies comme des maladies cardiovasculaires, neurologiques, respiratoires, mais surtout les maladies le cancer et aussi les maladies infectieuses, donc en tant que vaccin. Donc, il y a aussi diverses applications qui devraient rentrer en clinique. Et ça représente plus de 25% en fait du pipeline du préclinique. Mais à nouveau, la principale application aujourd'hui reste vraiment pour les maladies infectieuses en tant que vaccin, avec vraiment plus de 43% du pipeline pour les essais cliniques qui sont dédiés à l'ARN messager. Maintenant, si on regarde les principaux acteurs aujourd'hui du marché de l'ARN, donc c'est vraiment gouverné par Moderna, BioNTech et CureVac qui occupent près de la moitié des parts du marché. Et tous les trois s'appuie vraiment sur une solide stratégie de partenariat. Donc, ça dit long sur l'importance de partenariat et de collaboration afin de faire avancer les choses, on va dire. Donc là, on peut passer à la partie production. Donc, je vais vous donner, sans rentrer trop dans les détails techniques, une overview sur comment on fabrique ces vaccins et quels sont les challenges aujourd'hui, la faisabilité aussi. Donc, si on commence par l'adénovirus, donc pourquoi nous utilisons l'adénovirus comme vaccin? Donc, tout d'abord, l'adénovirus peut essentiellement entraîner une réponse immunitaire. Donc, il est capable de provoquer une large réponse immunitaire. Et donc, il est utilisé comme un vecteur messager pour transmettre la protéine d'intérêt. Donc, c'est un peu comme ce qui est utilisé maintenant dans les thérapies génétiques. On utilise un vecteur viral pour transmettre un gène et corriger un défaut génétique. Sauf que là, donc, le but, c'est vraiment d'introduire l'antigène spécifique au virus qui cause la maladie et avoir une réponse immunitaire. Cependant, donc, l'adénovirus, c'est un virus qu'on rencontre beaucoup. Donc, c'est un virus humain. Et du coup, il y a le risque de ne pas avoir une réponse immunitaire dans certains cas, si on a déjà rencontré ce virus. Donc, si on utilise ce vaccin, il y a le risque, si on l'a déjà rencontré dans notre vie, que notre corps bloque le virus. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des besoins d'avoir plus qu'une dose.
et aussi le besoin dans certains cas d'utiliser un vecteur différent comme un boost. Donc ça, c'est la stratégie aussi qui a été adaptée par l'université d'Oxford, qui consiste à utiliser un vecteur différent, donc le vecteur simien, qui lui n'est pas un vecteur humain, et donc on a moins de chances de l'avoir rencontré dans notre vie, et donc il serait plus efficace. Un autre avantage donc de l'adénovirus, c'est le profil de sécurité ou profil d'innocuité. Donc, derrière ces dernières années, on a pu établir des essais et étudier donc le niveau de safety de ce virus. On a de plus en plus de technologies pour développer ce vecteur viral au niveau des cellules de façon à ce qu'il soit non réplicatif. Et donc, de toute évidence, il est nécessaire d'avoir des essais cliniques intensifs pour montrer, comme c'est un requis au niveau réglementaire, qu'il faut prouver par des essais rigoureux que le virus n'est pas réplicatif et qu'il ne pourra pas causer des effets secondaires dans le corps humain. Donc, en gros, il faut montrer que le virus n'est pas compétent répliquant, qu'il n'y en a pas en tout cas dans le vaccin. Le dernier avantage, c'est au niveau production. Donc, on a assez de recul, assez d'expérience et assez de technologie pour produire l'adénovirus en tant que vaccin. Que ça soit au niveau des bioréacteurs en suspension qui facilitent la production à large échelle, etc. Donc, c'est un autre avantage, même s'il y a encore quelques améliorations à faire au niveau du titre final, si on veut, le nombre de virus qu'on obtient pour subvenir aux besoins et pouvoir répondre vraiment aux besoins en nombre de doses de vaccins. Donc, ici, c'est juste une overview donc, le process, comment on fait pour fabriquer l'adénovirus, donc en tant que vaccin. Donc, si vous voulez, on pouvait considérer le procédé de fabrication en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est la fabrication même du virus, ce qu'on appelle l'upstream. Ensuite, il y a les étapes de purification, où il faut purifier le virus, puisqu'il est produit dans des cellules, donc il faut bien le séparer de tous les débris. Donc, plusieurs étapes de purification. Et ensuite, on a la formulation. Donc, c'est l'étape où Youssef, il a parlé de la partie fill and finish qu'il peut y avoir. Donc, souvent, le bulk, il consiste il s'arrête à la fin de la purification. Ensuite, il peut être transmis, envoyé à d'autres sites afin qu'il soit formulé donc c'est ce qu'on appelle le fill and finish, l'étape finale. Donc, le process consiste en production cellulaire. Ensuite, comme c'est un virus assez petit, donc il y a moins de contraintes au niveau de filtration stérilisante, etc. Donc, il y a quand même quelques considérations à prendre. Donc, comme j'ai dit, le titre peut être amélioré. Et il y a différentes étapes, différentes façons d'améliorer ce titre qu'aujourd'hui, on a la chance de connaître et de maîtriser et d'avoir vraiment des technologies de pointe qui peuvent répondre à ces challenges-là. Maintenant, si on passe au plasmide DNA, au vaccin à base d'ADN. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a été approuvé encore pour le Covid, même si on a pas mal qui sont en train d'être développés et qui ont montré de bons résultats. Cependant, donc, c'est quoi les avantages? Donc, c'est la facilité de production. On est capable d'avoir de bonnes quantités d'ADN. Le process est assez simple. On connaît aussi. C'est pas un process nouveau. Je vais montrer par la suite le process. Donc, c'est un process bactérien. Les contraintes au niveau du production, c'est surtout le fait de choisir la bonne forme de l'ADN et de réussir à la purifier. Donc, le niveau de safety au niveau de l'usine, c'est moins contraignant que si on parle de vaccins inactivés, etc. Les effets secondaires les données jusque-là qu'on a sont moins importants que d'autres vaccins. Par contre, donc, aujourd'hui, on a encore la contrainte d'avoir un taux de transfection efficace donc l'immunogénicité aussi, parce que comme on parle d'ADN, ça veut dire que ça pénètre la cellule, ça va jusqu'au nucléus, donc il y a encore ce risque potentiel
d'insertion de mutation qui a maîtrisé, même si aujourd'hui nos technologies, de façon dont on fait le design de la séquence fait en sorte qu'on a vraiment des plasmides qui sont très sûrs. Comme dit, voilà, il y a encore beaucoup de challenges autour de cette technologie innovante. Donc, on n'a toujours pas de moyens très efficaces, on va dire, pour bien séparer cette forme finale. On a encore quelques challenges au niveau de la production. Et aussi, la manière et le plus grand challenge, on va dire, c'est de injecter et d'arriver à délivrer l'ADN au site qu'on veut. Aujourd'hui, comme j'ai expliqué au début, c'est plus des méthodes techniques comme l'électroporation et autres. Et donc là, le plus gros du boulot qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment pour trouver des manières plus efficaces pour délivrer l'ADN d'une façon sûre, aussi où on veut au niveau du corps, sans qu'il soit dégradé par notre corps et d'une façon efficace. Donc, si on regarde le process, comme ce que j'ai montré juste avant pour l'adénovirus, il est constitué de 3 principales étapes si on veut. Donc, d'abord, fabriquer le plasmide. Donc, ici, contrairement aux vecteurs viraux ou autres, c'est une production bactérienne où on produit le plasmide. Ensuite, on doit casser les bactéries pour récupérer ce plasmide. Ensuite, la purification, l'étape de purification consiste à nouveau de différentes étapes de purification, comme pour l'adénovirus, que ça peut être de la clarification, de la TFF, filtration tangentielle, de la chromatographie. Puis, on a l'étape de formulation où on a fill and finish. Ici, les principaux challenges, si on veut parler du process en lui-même de production, c'est plutôt la viscosité de l'ADN. Donc, ça peut encombrer un peu ou rendre la purification, la filtration un peu difficile. Et aussi, voilà, les différentes formes d'ADN qu'on obtient à la fin. À savoir, donc, l'ADN est aussi utilisé comme matière première pour la fabrication des vaccins ARN. Donc, c'est le même process que vous voyez ici qui sera utilisé pour produire des plasmides pour l'ARN. Et dans ce cas-là, on a moins de contraintes, on va dire, en termes de forme d'ADN. À savoir, à la fin, on obtient 3 différentes formes d'ADN. Et c'est une forme spécifique qui s'appelle supercoiled form, où on a le plasmide circulaire en entier. Les autres sont un peu coupés d'un côté ou des deux côtés. Ces formes-là peuvent être utilisées pour l'ARN. Mais pas quand on parle d'un ADN pour vaccin qui va être injecté directement chez l'être humain. Donc là, je passe un peu à ma modalité de vaccin préférée, si on veut, qui a un peu révolutionné le monde des vaccins, donc la technologie de l'ARN messager. Donc, l'ARN, il offre plusieurs avantages extraordinaires par rapport aux vaccins conventionnels. Tout d'abord, donc, ils offrent un meilleur profil de sécurité ou d'ubiquité, car ils n'entrent pas donc dans le noyau, ils agissent plus au niveau du cytoplasme de la cellule, donc il ne peut pas s'intégrer dans le génome. L'ARN, il a une demi-vie, si on veut, adaptable, donc la production aussi en termes de temps, si on veut, pour fabriquer un vaccin ARN est beaucoup plus courte que les autres vaccins. Donc, c'est notamment dû au fait qu'il n'y a pas de cellules. C'est un process entièrement synthétique. Il consiste juste à mélanger et faire des réactions enzymatiques. Donc, et le design est assez simple. Donc, une fois qu'on a la séquence, si on veut, de l'antigène qu'on veut produire, le process peut aller très vite pour mettre en place. Et donc, ça permet vraiment de gagner en temps et c'est une solution idéale, si on veut, pour répondre rapidement aux pandémies. En termes de coût, c'est moins cher aussi, vu que toute la production consiste plus à avoir des enzymes. Et donc, quand on parle de vaccin, on parle de grand volume, et ce qui permet en grande quantité et en grand volume, ça permet vraiment en termes de coût, d'être plus intéressant que les autres vaccins. Et enfin, on a la flexibilité, et ça, c'est dû au fait qu'avec une plateforme ARN, on peut répondre à n'importe quelle pandémie, juste en modifiant la séquence de l'ARN
on garde la même unité de production, le même process, avec quelques adaptations au niveau des nanoparticules qui sont nécessaires pour la formulation. Mais voilà, ça permet vraiment une grande flexibilité, pas seulement pour les pandémies, mais pour n'importe quelle maladie qu'on voudrait traiter. Maintenant, évidemment, cette technologie, elle a encore des challenges vu que c'est encore nouveau sur le marché, qu'on n'a pas assez de recul ou de process qui sont au niveau industriel. Donc, on a aussi l'instabilité de l'ARN qui, en présence d'ARNase, des enzymes qu'on a dans notre sang et qui sont présents un peu partout sur les mains, etc. Dès qu'on touche l'ARN, il se dégrade en quelques secondes. Donc, c'est un peu un challenge au niveau de la production. Il faut faire très attention à tous les éléments qui rentrent en contact avec votre vaccin. Il faut que ça soit avec ce qu'on appelle des claims RNase free. Donc, il n'y a pas d'ARN dans les produits, etc. Donc, là, aujourd'hui, on a de plus en plus de produits qu'on voit qui sont avec ces claims-là, qui sont RNA-free, qui permettent vraiment de produire ces vaccins avec des grades GMP adéquats pour l'industrialisation. Le deuxième challenge, si on veut, c'est le fait que l'ARN est exogène, donc ils peuvent induire des réponses immunitaires indésirables. Donc c'est surtout lié aussi aux toutes impuretés liées à l'ARN elle-même qui peut aussi y avoir, qui peuvent générer des réponses immunitaires indésirables. Donc c'est aussi un domaine qui est en train d'être affiné, mais avec des étapes de purification efficaces, on a réussi à avoir des vaccins au final très safe à ce niveau-là. La troisième challenge, si on veut, c'est l'efficacité de moyens de délivrance. C'est ce qu'on appelle les nanoparticules. Aujourd'hui, les plus utilisés, c'est les nanoparticules à base de lipides ou de polymères. Cependant, voilà, il y a les contraintes. Vous avez dû entendre parler du stockage à -80, à -20. Ça vient pas de l'ARN en fait, ça vient plus de la nanoparticule qui a besoin de ces conditions-là. Elle a besoin souvent d'être stockée à des températures très basses. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de travail qui est fait sur ça et des nanoparticules englobant de l'ARN qui peut être très stable à température ambiante. Donc, il y a aussi le challenge d'avoir des nanoparticules qui permettraient d'atteindre des sites dans notre corps ou des cellules d'une façon plus efficace. Donc, il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait sur la génération de nanoparticules avec des ligands spécifiques, etc. Donc maintenant, le process, comme j'ai dit, c'est un process entièrement synthétique, donc aucune cellule impliquée. C'est vraiment que des réactions, des mélanges chimiques. Donc pas de bioréacteur, pas de fermenteur, c'est que des mixeurs. Et entre chaque étape, des méthodes de purification qu'on connaît très bien, comme la chromatographie et la TFF. Pour la stérilisation, donc à la fin du process, à nouveau, vous pouvez voir, il y a les 3 étapes principales. L'étape où on fabrique l'ARN, donc ça, c'est à base d'une transcription in vitro, où on passe de l'ADN à l'ARN. Et une fois qu'on a fabriqué notre ARN, à nouveau, faut le purifier. Il y a d'autres étapes de réaction enzymatique et à la fin, une filtration stérilisante. Donc, le challenge ici, c'est qu'il faut avoir une taille d'ARN de moins de 0,2 microns afin que ça passe sur un fil. Sinon, il faut trouver d'autres méthodes et il y en a pour stériliser le produit. Donc, pour un process de production efficace, donc il est très important de prendre en compte la mise en échelle quand on passe de l'échelle laboratoire vers une échelle de production de vaccins à grande échelle. Donc être sûr qu'on passe sur des technologies qui sont scalable, dans lesquelles on peut facilement changer de taille. Donc, avoir un bon support et une bonne étude de développement de procédés, éviter les étapes et les solvants qui sont pas applicables en tout ce qui est GMP.
et penser dès le début à la façon de stockage adéquate, au type de vecteur de délivrance, quel type de nanoparticules utiliser et quelle est la logistique derrière, comme on sait. Si par exemple on veut fabriquer un vaccin qui doit être stocké à -80, je pense que tout le monde a suivi un peu le grand challenge, comment délivrer ces vaccins-là au pays en voie de développement où on n'a pas assez de frigo, -80, etc. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été très longue et que j'ai pu vous donner un peu une overview sur tous ces nouveaux vaccins prometteurs qui ont vraiment changé le monde du vaccin, on va dire. Et voilà, donc je redonne la main à Youssef pour parler d'exemples concrets qu'on a dans la région. Donc juste pour vous dire, ces nouvelles modalités, c'est plus de la science-fiction. On a des exemples concrets. Nos pays voisins sont en train d'y travailler aussi. Donc voilà. Maintenant, je redonne la main à Youssef et merci beaucoup de votre attention et content de prendre des questions s'il y en a à la fin. Merci beaucoup, Nargis, pour cette revue détaillée et très intéressante des différentes modalités de production de vaccins. Je pense que c'était intéressant aujourd'hui de montrer les process de production pour que, d'un point de vue industriel, encore une fois, et de recherche et de développement, on puisse un peu imaginer les challenges et les enjeux qui pourraient se présenter pour de la production locale. Donc, avant de passer la main à la prochaine présentation et aux questions également, certains messages clés qu'on a souhaité rappeler avec Nargis aujourd'hui pour de la production locale au niveau industriel. Je pense que la partie partenariat est primordiale. Avoir, comme je le disais tout à l'heure, un lien entre le secteur industriel et le secteur public de la recherche, très important au Maroc, qui a démontré ses capacités pendant la pandémie, capable de se mobiliser très rapidement pour sortir des solutions en termes de diagnostic, par exemple. Donc, pourquoi pas imaginer la même chose pour des process de production de molécules biologiques type vaccin au Maroc. Deuxième élément, c'est le savoir-faire. On l'a rappelé tout à l'heure, ça a été rappelé ce matin, je me permets également de le rappeler. On pense que l'écosystème est prêt aujourd'hui au Maroc. Il y a des talents, il y a des sociétés qui sont déjà dans la production biologique, pour les citer, MCI Santé Animale, encore une fois, Biopharma également, qui ont une expertise, on a la chance de les connaître côté mère, qui ont des vétérinaires très doués, des techniciens, des ingénieurs qui sont déjà dans la biotechnologie, dans la production globale qui pourrait un peu s'apparenter à ce que Nargis a présenté tout à l'heure à des degrés de complexité différentes, mais il y a déjà un savoir-faire existant au Maroc, donc il faut capitaliser sur ce savoir-faire pour passer un step, je dirais, pour se lancer dans la production de vaccins humains. Ça, c'est très important. Le goulot d'étranglement, encore une fois, le remplissage, quelle que soit la technologie qui va être sélectionnée, par exemple, par rapport à ce qu'a présenté Nargis précédemment, le remplissage en local au Maroc est une étape primordiale. Des façonneurs au sein du tissu industriel marocain existent. Certains se sont manifestés, comme il a été rappelé ce matin. Donc, il faut pouvoir capitaliser sur cela. Et le dernier élément qui, pour moi, d'un point de vue personnel, est le plus important, c'est les personnes. Je suis convaincu qu'il y a des talents aujourd'hui au Maroc, au sein des industries, au sein des différentes académies, au sein des différentes universités. Ce matin a été également rappelé le classement des universités marocaines au niveau mondial. Donc, il y a de la matière grise, mais il faudrait peut-être penser aussi à aménager des profils spécifiques liés à l'industrie biotech. Et ça peut se faire qu'en partenariat avec les différents ministères de la santé, de l'éducation et autres, pour pouvoir accélérer la production en local. Donc voilà un petit peu pour les différents éléments qu'on souhaitait partager. Maintenant, on va faire un petit tour d'horizon vraiment très petit, je dirais, de la région avec des exemples concrets qui vont être présentés, tout de suite après notre présentation et un autre cet après-midi, pour de la production locale. Donc,
Le Maroc, je pense que c'est important de le signaler, notamment avec MCI Santé Animale. Il y aura donc le docteur El Harak qui va faire un exposé plus tard dans l'après-midi. Donc, MCI Santé Animale, où également on travaille de manière conjointe avec eux. Et on a deux projets qu'on a souhaité vous présenter aujourd'hui. Donc, un en Égypte avec la société Minafarm et le docteur Shahir Bardissi, qui va donc présenter un petit peu l'aventure Minafarm dans le cadre de cette construction de capacité de production de biotech et un exemple de production, de développement, pardon, de vaccins Covid fait avec la société Innovative Biotech au Nigeria, basée également aux US avec Simon Agwale. Donc, on fera un petit tour d'horizon cet après-midi. Voilà, donc maintenant, je pense qu'on arrive à la fin de notre présentation. Donc, on se rend disponible avec le docteur Hajami et moi-même. Si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Donc,